Salut Amine. Salut Seb. Alors, ça fait plaisir de t'avoir puisque on se connaît depuis longtemps en fait, on y reviendra un petit peu après, mais ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisés. On Ouais, s'est croisés, je crois, la dernière fois au Cambodge. en 2017 au Cambodge, ouais, c'est ça. Ouais, tu étais en plein tour du monde avec ta femme, je crois. Exactement. Ok, Et on se et connaît donc, ouais, depuis 2012, ouais, c'est ça. depuis 2012, et effectivement, pour la petite histoire, donc tu étais un stagiaire qui est venu bosser avec nous en Thaïlande, du coup, et tu étais déjà dans une logique qui était de ne pas vraiment finir salarié, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, je trouve aussi, c'est que tu avais déjà une idée bien arrêtée de ce que tu voulais pas faire, de ce que tu voulais faire. Ouais, bah oui, à l'époque, j'étais en école d'ingénieur et c'était ma dernière année. Et la chance que j'avais, c'est que j'étais en alternance. Donc, je voyais le monde de l'entreprise et je voyais vraiment à quoi allait ressembler mon futur si je continuais dans cette voie-là. Et on va dire, sur la dernière année, les derniers 18 mois, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au web. Et pour valider la dernière année, il fallait faire un stage à l'étranger. Et par un concours de circonstances, j'ai postulé sur un forum d'entrepreneurs du web. Et il y a ton associé de l'époque qui a vu passer le message et qui m'a dit, tiens, tu peux venir chez nous, on cherche quelqu'un. Et à l'époque, je suis venu et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui était possible de faire, même sur des stratégies très concrètes. Et ça a été pour moi vraiment un point déterminant dans la suite, quoi. Même si comment dire, j'ai pas gagné de l'argent instantanément après le stage, mais déjà je commençais à avoir des premiers résultats et surtout, je voyais que c'était possible. Et c'était ça le plus important. Ah, c'est souvent ça. C'est vrai que maintenant, ça fait t'es un dinosaure du web aussi, du coup, puisque Bah oui. 2012, ça commence à remonter, quoi. Mais c'est vrai que c'est à l'époque, il n'y avait pas de modèle un peu comme on a aujourd'hui, de preuves vraiment concrètes, tangibles, où tu pouvais te dire, ouais, c'était un peu encore obscur, quoi. C'était un truc. Et puis, on était en 2012, il n'y avait pas les digital nomades non plus, il n'y avait pas encore tout à fait l'émergence qu'on a maintenant avec les gens qui font tous leur tour du monde initiatique une fois qu'ils commencent à faire un peu d'argent sur le net, ce qui est devenu un peu la norme quand même malgré tout et qui permet de mesurer sa liberté acquise. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas encore le cas, ce n'était pas aussi développé, aussi marqué que maintenant, quoi. Mais moi, je me souviens quand je suis allé en Thaïlande, je connaissais personne qui était allé en Thaïlande autour de moi. Alors, c'est peut-être parce que j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression que, genre, 4-5 ans après, tous mes potes sont allés en Thaïlande en vacances. Et du coup, c'était beau, ça me ferait beaucoup moins rêver d'aller en Thaïlande aujourd'hui que la vision que j'avais à l'époque quand je me disais, je vais aller en Thaïlande, c'est un pays que je connais pas, je connais personne qui est jamais allé en Thaïlande, je connais Mm. personne qui travaille sur le web et qui habite en Thaïlande. Et du coup, c'était vraiment une expérience de fou, quoi. Bon, ceci dit, tu es un peu blasé aussi, tu as fait un tour du monde, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu faussé comme truc. Non, non, mais même avant de faire le tour du monde, on va dire en 2013-2015, je commençais à voir beaucoup, beaucoup de gens qui allaient en Thaïlande. Peut-être parce que j'avais grandi et du coup, mes amis avaient du pouvoir d'achat et que quand j'étais Mm. étudiant, ils n'avaient pas forcément de pouvoir d'achat. Mais j'ai l'impression que après la Thaïlande, tout le monde est parti en Thaïlande ces dernières années, quoi. Ah, on a initié le mouvement, c'est pour ça, ils nous ont tous copiés après. Voilà, c'est ça. Ok, et donc du coup, il y a un point aussi que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que toi, aujourd'hui, en fait, concrètement, tu as des activités sur le net, tu en Oui. vis, on y reviendra un petit peu sur ce que tu fais après, mais tu as fait le choix finalement d'y rester, toi, en France. Contrairement à plein de gens, effectivement, et là, on poursuit du coup dans le voyage, on passera sur l'entrepreneuriat après, mais du coup, enfin, moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent aussi, et surtout pour ça, c'est l'espoir ou du moins la volonté de partir. Bah, en fait, quand tu regardes le profil de ceux qui partent, la plupart des gens, du temps, c'est des gens qui sont assez jeunes, qu'on va dire autour de 23-25 ans, qui sont célibataires et qui partent. Moi, ça fait combien de temps, si je ne dis pas de bêtises, ça fait plus de 13 ans que je suis avec ma femme actuellement. Donc, je ne pouvais pas partir et me dire je vais la laisser ici. Elle, à l'époque, elle travaillait. Donc, on s'était dit, vas-y, on va rester, on va voir. Puis finalement, on a quand même nos parents, on a quand même notre famille et on est vachement attaché à ce lieu-là. Donc, bien sûr qu'il y aurait des avantages à partir et bien sûr que ça nous trotte dans la tête et que à chaque fois on en parle et enfin pas plus tard que cette semaine on en parlait encore de partir. Mais pour nous aujourd'hui, les avantages de rester sont plus importants que les inconvénients, même si on se fait bon, matraquer par les impôts, même si la météo elle est pas ouf.
Mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est voilà, d'essayer d'alterner, de passer par exemple l'hiver au chaud et de revenir en France, mais tout en restant installé en France, parce que tu vois, là, on a aussi un bébé. Donc, même si tu peux voyager dans le monde et qu'il y a des bébés dans tous les pays du monde, tu es bien aussi content d'avoir un pédiatre en France ou d'avoir tes repères pour les médecins, pour le suivi. Et puis, voilà, toutes ces choses-là qui font que la France, c'est pas si mal, même si moi, j'ai une grosse partie de ma tête, des fois, qui me dit, vas-y, faudrait peut-être partir. Donc, c'est juste que j'ai pas encore vraiment pris la décision. Mais oui, tu peux vivre en France en étant entrepreneur sur le web, Bien en sûr. voyageant régulièrement et en essayant de t'en sortir comme tu peux avec les impôts. Bah, après, voilà, c'est encore une fois, il n'y a pas de solution absolue. Il y a des gens qui sont très heureux, c'est respectable. La France, c'est pas une dictature non plus absolue. Où, voilà, c'est un pays qui est infernal. Il y a des inconvénients, il y a des avantages aussi. Chacun trouve sa balance dans l'histoire. Et puis, il n'y a pas de solution miracle. Donc, c'est effectivement plus un rêve généralement pour les gens qui n'ont pas l'occasion de le faire, c'est-à-dire la possibilité de le faire. Nous, effectivement, c'est des questions qu'on se pose moins dans le sens où c'est vraiment une possibilité qu'on peut envisager parce qu'on a des activités qu'on peut transporter justement, et ce qui est rarement le cas dans la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo. Donc, c'est ça qui fait peut-être et sûrement la différence aussi. C'est-à-dire que c'est plus supportable effectivement quand tu dis que tu vas pouvoir passer 4 mois au soleil parce que tu peux te barrer quand tu veux, quoi. Donc, évidemment que c'est un choix qui s'entend. Et pour le business, du coup, puisqu'on n'a pas encore parlé effectivement de ce que tu fais et ce qui te permet effectivement de dire que bon, bah, tu vas rester quand même en France, mais parce que c'est un choix. Alors, je fais plusieurs choses. Depuis quand on s'est rencontrés à l'époque, j'avais commencé sur Internet au début avec des petits sites sur de l'affiliation Amazon. Ensuite, je suis basculé sur de l'affiliation de devis. À l'époque, je gagnais de l'argent avec Google AdSense. Bref, tout un tas de panels. J'ai lancé plus d'une centaine de sites Internet. Et il y a quelques années, c'était à peu près au moment du tour du monde avec ma femme, qui est institutrice, professeure des écoles. On a lancé un blog pour les professeurs des écoles qui explique, en fait, qui donne des conseils sur l'organisation, mais surtout qui partage des ressources et donc qui vend des ressources qui s'adressent aux enseignants. C'est typiquement des jeux à imprimer, à faire en classe avec les élèves. Donc ça marche plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est, on va dire, le gros de mes revenus. Et à côté, j'ai un blog, une chaîne YouTube qui s'appelle otake.com, sur lequel depuis des années, quasiment depuis le début, je partage mes conseils au quotidien. Donc au début, c'était plutôt orienté développement personnel, motivation, leadership, etc., organisation. Et aujourd'hui, vu que la plupart des gens qui me suivent m'ont dit qu'ils voulaient lancer une activité sur Internet et que la plupart voilà, de mon audience a cet objectif-là, depuis environ un an, j'aide les gens à faire ce que moi je fais, c'est-à-dire vivre de son contenu sur Internet. Ok, on mettra évidemment les liens dessous dans la description pour voir un peu ce que tu fais. Tu fais un email quotidien d'ailleurs pour parler un petit peu de toutes tes aventures et de ton quotidien d'entrepreneur. Donc ça, c'est sympa également. Et puis, il y a un point que je trouve intéressant effectivement dans ce que tu viens de dire, c'est aussi le parcours que vous avez avec ta femme. Alors déjà parce que vous avez finalement réussi à faire un truc qui est assez rare, c'est-à-dire d'entreprendre en couple et que ça marche. Et puis surtout un point qui est une réponse à quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est en fait, ouais, mais ça marche pour toi parce que toi, tu es dans tel ou tel truc, parce que tu avais tel ou tel parcours, telle ou telle compétence et que c'est recherché. Et aujourd'hui, ce que j'aime bien en fait dans le truc, c'est que vous êtes sur un business qui est totalement obscur. D'ailleurs, il y a une vidéo, enfin une série de vidéos, je crois, que tu as fait dans les coulisses un petit peu où tu expliques vraiment tout le truc. Et c'est d'ailleurs, là, pour le coup, c'est une vraie invitation à aller regarder parce que c'est vraiment vous montrer comment tout ça, ça fonctionne. Parce qu'évidemment, quand on le dit comme ça paraît un peu, encore une fois, éloigné ou très étrange pour certains, mais pour le coup, c'est une vraie immersion dans un business, comment ça se gère, quelle valeur on produit et comment ça fonctionne, tout ça. Mais aussi et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée, c'est-à-dire l'idée que voilà, finalement, on a tous des compétences qui peuvent être monétisables, monnayables, et que finalement, il ne faut pas avoir juste un parcours en marketing, être sorti d'une école d'ingé ou avoir fait, je sais pas, des écoles pour être développeur ou truc, pour finalement apporter de la valeur et finalement trouver un business model qui puisse fonctionner et qui puisse permettre aux gens de gagner leur liberté, parce que c'est ça aussi qui vous a permis finalement de financer en partie, je crois, le tour du monde que vous avez fait. Oui, voilà, en fait, moi, ma femme, elle a toujours été, on va dire, très perfectionniste, elle regardait un peu ce qui se faisait aux États-Unis, sur des méthodes, on va dire, innovantes dans la pédagogie pour, comment dire, pour rendre l'école un peu plus sympa que ce qu'elle ne l'est dans la plupart des classes. Et du coup, elle avait créé des jeux pour sa classe. Et
au moment où on commence à planifier le tour du monde, à se dire, OK, on va partir, etc., elle me dit, ouais, mais moi, je vais faire quoi pendant que toi, tu vas travailler? Moi, je vais m'ennuyer. Et en plus, à côté, elle me dit, est-ce que tu es sûr qu'on aura assez d'argent, etc. Et je sais plus, à un moment, je la vois, elle est en train de découper des choses et de plastifier. Et, bref, c'était des plateaux de jeu. Je lui dis, mais ça, tu es au courant que tu pourrais faire un blog et les vendre? Elle me dit, non, mais ça marchera jamais. Bah, je lui dis, bah bien, regarde, on fait un blog, on publie 5 articles et dans 3 mois, on vend, on essaye de vendre le produit et on regarde ce que ça donne. Et je me souviens, elle me dit, vas-y, bah, si on arrive à faire 500 euros, ce sera bien, quoi. Et on lance le blog, c'était genre au mois de mai. Et 3 mois après, on avait genre 300 ou 500 inscrits à sa liste email. Et on fait genre 2 000 € sur le premier lancement. C'est que des produits à 27 euros. Et donc, on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc. Et après, c'est à ce moment-là où nous, on partait en voyage. Donc, pendant le voyage, on avait acheté un iPad Pro. Elle travaillait sur l'iPad Pro. Elle créait des jeux, des PDF. Enfin, c'est tout simplement des PDF, en fait. Des PDF, elle a alimenté son blog. Et oui, ça a marché de mieux en mieux. Lancement après lancement, promo après promo. Ça marchait de mieux en mieux. Elle a très, très vite attiré une grosse communauté parce que c'est des choses que les gens ne voyaient pas sur d'autres blogs. Aujourd'hui, euh, il y a une très très grosse communauté de profs qui ont des blogs. Il y a des blogs qui ont 15 ans, qui font 300 000 visites par mois, enfin des trafics énormes, mais quasiment personne ne voit rien. Hmm. Et très souvent, on retrouve la même chose, c'est-à-dire c'est des leçons ou des fiches d'exercice, etc. Et cette manière d'apporter du jeu dans la classe, bah, les gens ont kiffé directement. Et après, elle me disait, ouais, mais regarde, il y en a d'autres qui font des jeux et ils les font gratuitement. Je dis, ouais, mais en fait, euh, nous, on les met à vendre. Si les gens veulent les acheter, ils vont les acheter, tu vois. Et en fait, on a un très, très gros taux de satisfaction. Tout le monde les recommande et voilà, les gens sont super contents de les avoir achetés alors que fondamentalement, ils ont juste acheté des PDF à 50 euros, quoi. Ouais, encore une fois, c'est pas le support, c'est pas ce qu'on met dedans, c'est la C'est ça. valeur qui est apportée au client et c'est ça qu'on doit toujours garder en tête. Moi, c'est une des principales choses, c'est que les gens, je pense, ont toujours tendance à oublier la valeur qu'ils peuvent apporter ou du moins les talents qu'ils peuvent avoir parce que ce qu'on fait au quotidien, finalement, on perd un peu de vue que ça peut être pour la plupart des gens extraordinaire aussi ou du moins quelque chose qui a une valeur fondamentale, quoi. Moi, je connais des gens qui sont très doués en bricolage, qui font ça d'une manière très mécanique parce qu'ils font ça depuis des décennies, qui le font juste pour le plaisir. Mais il y a tellement de gens à côté qui veulent savoir comment tu as fait ça, ce truc, ce meuble, ce machin. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup tendance à sous-estimer un petit peu ces éléments-là qui pourraient finalement être un business. Alors, je ne suis pas toujours dans l'idée du business passion parce que voilà, c'est des choses qui vont toujours un peu à l'envers, enfin des trucs, mais peu importe après. Mais du moins, il y a quand même l'idée qu'on a des compétences naturelles parfois, des dons parfois, mais on a surtout des choses qu'on a travaillées, raffinées au fur et à mesure des années et que souvent, pour lancer un business, c'est souvent s'intéresser à ce qu'on sait faire mieux que les autres, mieux que la moyenne et qu'on fait souvent au quotidien. Peut-être pas son travail, mais peut-être juste même un loisir, un truc qu'on fait vraiment par plaisir, par fun et que les autres font moins bien. Et c'est une bonne manière d'attaquer, je trouve. En fait, nous, ce qui nous a encouragé, c'est que, premièrement, c'est des choses qu'elle a créées déjà pour sa classe. Donc, en fait, ça ne coûtait pas plus de temps, enfin, un peu de temps, un peu d'énergie pour faire le packaging, etc. Mais sinon, je veux dire, la plus gros du travail, c'est-à-dire créer les supports, elle le faisait déjà pour sa classe. Donc, euh, ça ne lui coûtait rien d'essayer de les vendre. Et le deuxième truc qui l'a encouragé à continuer, c'est que on n'avait que des retours positifs. Tout le monde était super content. Les élèves, ils adorent. Enfin, ils progressent grâce à ça. Et du coup, bah, c'est dit, OK, les gens ont l'air vraiment d'apprécier et d'adorer. Il y en a qui ont acheté tous les produits. Euh, et du coup, bah, ils continuent. Enfin, c'est vrai qu'on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un, ou on a tous des talents et des compétences à partager. Et très souvent, on se bride, on se dit non, mais puisque c'est pas difficile pour moi, c'est difficile pour personne. Mais en fait, il y a des Ah, choses qu'on fait de manière très naturelle et qui sont très difficiles pour d'autres personnes. ouais, c'est ça. Et je pense que la deuxième croyance, tu as sans doute raison. Et ça, c'est. Du coup, je pense que tu as été vraiment une grosse aide pour ta femme. Ça lui a permis de passer, en fait, un Oui, bien truc qui est sûr. un cap psychologique que la plupart des gens ont. C'est de dire, OK, ça peut intéresser les gens, mais quand même vendre des trucs, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent cette deuxième peur qu'ont les gens. C'est un, de ne pas savoir quoi faire. Et puis deux, surtout de se mettre toujours un peu en retrait, de vendre. Parce que le business, c'est ça, c'est de la vente, quoi. Et il faut comprendre qu'effectivement, en échange,
de la valeur contre de l'argent et que c'est quelque chose qui est naturel, qui est sain, que ça se pratique comme ça dans plein de business. Quand on va chez le boulanger, on échange un peu ça aussi. Et puis, quand on va chez un médecin, quand on va chez un garagiste, quand on va confier de l'argent à quelqu'un, c'est toujours basé là-dessus. Mais c'est vrai que la plupart des gens, quand même, surtout quand c'est des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là, du moins, avoir tendance à se mettre des barrières à la commercialisation, à vouloir vendre, à sous-évaluer un peu le potentiel économique d'une idée, quoi. Oui, voilà, ça, très souvent, on te dit, enfin, ça n'a pas forcément de la valeur parce que c'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, on a eu des gros débats sur le prix de à combien on vend ces produits-là. Et finalement, on a tranché, on a trouvé une solution intermédiaire, mais euh, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut valoir beaucoup de valeur. Et moi, je pense qu'on pourrait les vendre encore plus cher et les gens seraient satisfaits. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, encore une fois, après, peu importe le prix, il y a une dimension aussi que la plupart des gens ne mesurent pas, c'est-à-dire que Internet a donné la capacité à multiplier les clients par 10 000, 100 000, 1 million. C'est-à-dire que quand on est passé d'un commerce physique, on avait une zone de chalandise qui était déterminée par la ville et la boutique qu'on avait, à quelque chose qui est le monde, ou au moins le monde francophone, ça met des barrières qui sont plus du tout les mêmes et que finalement, même avec des produits pas chers, entre guillemets, on peut faire des chiffres qui sont extrêmement importants parce que il suffit de cibler une audience bien précise et de proposer une offre qui leur parle à eux, uniquement à eux. Oui, voilà. Et on peut faire du volume. Moi, je sais que euh, sur, euh, sur la dernière opération, le dernier jour, on a fait environ, je crois, 350 clients. 350 clients en une journée. Je sais pas si t'es jardinier ou si tu vends. Enfin, je sais même pas si un boulanger il peut avoir 350 clients dans une journée. Peut-être. Enfin, ça dépend des villes et tout, mais dans un commerce normal, je pense que enfin, ça commence déjà à faire beaucoup de clients, quoi. C'est clair. Et puis ouais, ouais, non, c'est clair. Ça fait beaucoup de clients et puis c'est pas basé sur les mêmes contraintes parce que là, dans ce que tu fais, c'est des PDF. Faut pas aller le matin pétrir la farine, se C'est lever, ça. faire les faits. Enfin, il y a beaucoup moins de maintenance et c'est des business qui sont automatiques parce que c'est un business d'information. Effectivement, pour le coup, eh bien, les gens payent automatiquement. Ils vont recevoir, j'imagine, un produit par email, une confirmation. Ils peuvent télécharger. Bref, il y a tout qui est automatisé vraiment et que ça n'a pas grand-chose à voir effectivement avec le business physique au sens où tout est vraiment optimal dans ce type de circuit-là. Oui, voilà. Et c'est ça, c'est que à partir du moment où tu as créé ton produit, en vendre un ou en vendre 10 000, à part quelques demandes de support client, des demandes de facture ou de mots de passe oubliés, le travail, il est vraiment pas, enfin, il est pas proportionnel au volume que tu fais. Donc, c'est euh, c'est l'opportunité qu'offre Internet, justement, et la vente de produits numériques. C'est ça, de déconnecter en fait le temps de travail de ses revenus. Et alors, on va pas donner vraiment le chiffre que tu as fait, mais j'inviterai donc tous ceux qui regardent la vidéo à plutôt aller découvrir vraiment, puisque là, tu caches rien, tu montes toute l'opération pendant plusieurs jours et c'est extrêmement intéressant parce que au-delà du côté un peu, voilà, de montrer de la réussite, ça montre surtout toutes les coulisses, toute la mécanique. Et c'est vrai que tu es allé très loin dans l'explication. Et c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement pédagogique du coup sur comment ça fonctionne concrètement, quoi, qu'est-ce que tu fais, parce que souvent on a le truc du bon voilà j'ai fait ça et puis ça a donné ça et puis voilà c'est à peu près tout. Là tu as vraiment décomposé tout le processus et c'est vrai que pour des gens qui viennent pas de cet univers-là, je pense que au moins c'est une matérialisation vraiment de toutes les étapes et encore une fois avec vraiment toutes les coulisses sans rien cacher, quoi. En fait, je pensais pas que j'allais donner autant de détails dans la vidéo. À la Tu t'es base, emballé. quand je l'ai imaginé, je me suis dit, bon, c'est une vidéo qui va durer 30 minutes et c'est parti. Et finalement, par exemple, juste sur la configuration d'une pub Facebook, je vais passer 30 minutes. Et quand j'ai fait la première version du montage, je crois on était à 1h30 ou 1h40 de vidéo. Donc, j'ai supprimé des parties. Et à la fin, finalement, j'ai découpé la vidéo en 3 épisodes. Donc en fait, il y a quand même des parties que j'ai supprimées parce que c'était trop long, etc. Mais là, on est sur à peu près 1h30 de contenu. Et oui, je montre en détail comment je crée les pubs, pourquoi je crée telle pub, combien je dépense, combien ça rapporte, combien j'envoie d'emails, combien de budget je mets par jour. Et ça permet de mettre ça en immersion parce que moi, je me souviens pas l'avoir vu avec autant de détails sur YouTube, parfois dans les formations payantes et encore, Non. mais en Non, fait, c'est de non. montrer aux gens que c'est pas. Tu disais?
Non, non, pardon, je te disais, ouais, Oui. non, j'abondais dans ton sens, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a dû voir, même dans des formations payantes, c'est rarement poussé aussi loin, enfin, loin pour ce que j'en sais. Mais ouais, non, non, c'est vraiment quelque chose où tu as apporté énormément de valeur dans la décomposition du processus et c'est extrêmement pédagogique, ouais. Et même si tu es au téléparti, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vraiment, encore une fois, ça a cette vertu pédagogique de montrer comment ça marche concrètement, parce qu'après, ça reste toujours très, très abstrait en fait quand on le dit comme ça. Effectivement, tu es un blog, tu mets des PDF à vendre, ça reste, voilà, ça manque un peu de matière, quoi. Alors que là, effectivement, tu allais vraiment jusqu'au bout du truc et rien que pour ça, c'est effectivement extrêmement intéressant. Oui, voilà. Donc, la vidéo, je pense que tu mettras le premier épisode Ah, dans la description et les gens iront voir euh, si ça les intéresse de voir en détail les coulisses de mon business. ah ouais, c'est même pas, ouais, non, franchement, c'est vraiment à voir pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu au business en ligne parce qu'effectivement, il y a de la matière, il y a vraiment encore une fois quelque chose qui est extrêmement pédagogique, quoi. Bref, donc ça c'était pour cette partie-là. Et donc tes projets du coup, puisque là vous avez fait joli lancement du coup, et puis c'est quoi la suite? Bah, là, avec ma femme, nous, on continue sur la lancée. C'est-à-dire que nous, on fonctionne on va dire, par pic de vente. Donc, c'est soit on lance un nouveau produit, et donc, au moment de lancer le nouveau produit, on fait des promos sur les autres produits, en upsell, etc. Et donc, ça revient quasiment au même que de faire simplement une opération de promotion. Donc, comme elle est institutrice, il y a des périodes assez clés, par exemple les vacances scolaires, la rentrée ou Noël, etc. Donc, il y a quelques promos à ces périodes-là. Et entre les deux, on essaye de lancer des nouveaux produits. Donc là, c'est ce qu'on va faire pendant toute l'année. Là, vu qu'on vient d'avoir un bébé, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande énormément de temps. Le dernier pack, je crois qu'elle a travaillé quasiment dessus 6 mois pour le créer. Elle veut pas le déléguer, donc elle veut le faire elle-même. Donc, ça prend énormément de temps. Mais là, petit à petit, elle va se mettre sur le prochain. Et, entre-temps, soit on fera des promos, soit on continuera à récolter des emails pour que la prochaine opération soit encore plus puissante. Et après, moi, de mon côté, sur Otake, la suite, c'est continuer à accompagner des personnes. Je vais en accompagner d'ailleurs de plus en plus. Je vais restructurer la manière dont j'accompagne les gens pour aider un maximum de personnes à justement gagner leur liberté sur le web. Ok, c'est de bons objectifs effectivement. Et donc ta femme, elle continue à travailler du coup. Ma femme, non. Là, elle est en congé maternité jusqu'à là, jusqu'à la rentrée scolaire. Et là, elle va prendre un congé parental. Donc, Hmm. quand tu es dans l'éducation nationale, ton congé parental, c'est par période de 6 mois renouvelable. Donc là, elle va aller jusqu'à fin février en congé parental. Et si elle veut reprendre, elle reprendra début mars. Mais je pense pas qu'elle reprendra avant les grandes vacances de l'année prochaine. Donc, on verra. Ok. Moi, pendant un an, elle va pas travailler. En fait, je sais pas si elle va avoir l'interview, je pense pas. Mais je pense pas qu'elle reprendra le travail. Mais ma femme, elle vient d'une famille de fonctionnaires qui aime bien la sécurité, enfin qui aime vachement la sécurité. Et donc, elle démissionner, elle voudrait pas démissionner. Par contre, le fait de prendre un congé parental et renouveler pendant 2 ans, puis après prendre une disponibilité, parce que tu as le droit, je crois, à 5 ans de dispo quand tu es fonctionnaire. Et en gros, pendant 8 ans, quasiment, elle pourrait, entre guillemets, garder son travail, Hmm. même si elle touche aucun salaire, mais au moins, si elle veut y retourner, elle peut y retourner. Donc, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, mais je pense pas qu'elle y retournera un jour, parce que, euh, enfin, comment dire, en fait, elle trouve ça idiot de payer quelqu'un pour s'occuper de son fils pour qu'elle ça aille s'occuper des enfants des autres. Du coup, elle s'est dit Oui. autant de m'occuper directement de mon enfant et du coup, elle dit je préfère rester avec mon fils et puis pouvoir voyager et puis enfin voilà quoi. Mais je pense pas qu'elle va reprendre le travail. Donc, pour le moment, elle est encore fonctionnaire de l'éducation nationale. Ah ok, ok. Et côté voyage, vous êtes reparti bientôt pour un tour du monde? Je sais plus. Tu Euh, m'avais un pas dit que tour tu du voulais monde. repartir un peu de voyage? Oui, là on va partir un peu moins loin. On est parti cet été un peu dans le sud de la France. Là on va repartir un mois. On va faire le Maroc et peut-être un petit tour en Espagne. Et normalement, si tout se passe bien, mais c'est pas sûr du tout parce qu'on verra comment ça se passe. Avec un enfant, tu peux pas trop prévoir à l'avance. Hmm. En fait, le Maroc c'est un peu un test pour voir comment on peut s'en sortir pendant un mois. Et si on voit que ça se passe bien,
normalement, début janvier, on repartirait. On hésite, on va dire pour 3 mois environ, potentiellement en Asie, mais peut-être en Amérique, on verra. Donc, c'est pas encore décidé. De toute façon, ça se décidera au dernier moment en fonction de plein de choses, en fonction de comment va le bébé, comment nous ça va, et des envies finalement. Mais je pense que 2020, on reprend les voyages. Ah, c'est super ça. Plein de bonnes nouvelles, Ouais. donc du coup. Bah, écoute, Amine, en tout cas, c'était extrêmement sympa d'avoir ton retour, d'avoir cette discussion aussi, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas discuté en vrai, pour le coup. Et Oui, c'est vrai. puis, encore une fois, bah, il y aura tous les liens vers ta vidéo et vers ta chaîne pour voir un petit peu ce que tu as proposé. Encore une fois, vraiment, j'invite vraiment à aller la voir parce qu'elle vaut vraiment le détour, ta série de vidéos. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à ajouter. Souvent, les intervieweurs, ils font ça, ils disent, je te laisse le mot de la fin et Ouais, je c'est sais parce qu'on ne jamais. sait pas comment conclure, donc on dit allez, vas-y, débrouille-toi, on te Je jette un sais peu le pas quoi truc. ajouter. Mais en fait, il y aurait plein de choses à ajouter. C'est pour les personnes euh, qui croient justement, enfin, qui veulent se lancer sur Internet et qui aujourd'hui sont bloqués. Moi, je leur conseille de faire ce que moi j'ai fait à l'époque quand je suis venu te rencontrer la première fois. Donc, c'était en 2012, ça fait 7 ans. C'est vraiment d'aller à la rencontre de personnes qui, euh, qui ont déjà la vie que tu voudrais avoir. Et moi, à l'époque, quand je suis venu, je me rappelle chez toi dans ta maison en Thaïlande, je me disais, ah ouais, la vie, elle est cool, quoi. Tu te lèves, tu vas manger au resto le matin, enfin, tu as ta petite maison avec ton jardin, tu travailles un peu sur ta terrasse, un peu dans ton bureau. Et en fait, euh, je me disais, ouais, la vie, elle est cool. Tu habites au bord de la mer. Et en fait, le fait de voir des gens qui avaient déjà fait ce que je voulais faire et constater que c'était des personnes normales, qui n'étaient pas, comment dire, c'était pas des super-héros, c'est des personnes qui avaient un quotidien normal, ça rassure dans le fait que nous aussi, on peut le faire. Donc, je recommanderais à tout le monde vraiment d'aller à la rencontre de personnes qui l'ont déjà fait. Rencontrer des gens sur Internet, sur YouTube, regarder les vidéos, c'est déjà bien, mais aller les rencontrer en direct, que ce soit dans des séminaires, que ce soit en face à face, juste pour aller boire un café, franchement, je pense que ça fait une énorme différence. Et c'est pour Ouais, ça que moi, je mets en avant beaucoup le présentiel. Là, je vais mettre beaucoup en avant le présentiel dans ces prochains mois, ces prochaines années, parce que le fait de rencontrer les gens de manière physique, je pense que ça peut créer des déclics énormes. ah oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai bougé, je suis revenu en Thaïlande et c'est vrai que depuis que je suis en Thaïlande, c'est plus sur la route d'un peu tout le monde que le Cambodge et donc je vois énormément, enfin, de gens qui passent énormément, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'ai régulièrement des gens qui me disent, ouais, Seb, je suis de passage, est-ce que ça serait possible de prendre un verre? Et c'est vrai que ça donne toujours des discussions qui sont sympas et effectivement des gens qui démystifient sans doute aussi le process pour arriver à travailler sur le net. Moi, j'ai toujours des gens qui me demandent, et alors, c'est vraiment possible? Ah, la preuve, oui, donc non, c'est important. C'est un excellent conseil, effectivement. C'est une très bonne idée de le faire. C'est même indispensable, je pense. Et puis au-delà de ça, ça humanise aussi le côté un peu de temps en temps froid et glacial de la vente automatique qui est ce qu'on fait sur le net. Mais c'est vrai que c'est rencontrer les gens, ça crée forcément des connexions, des choses. Et puis, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort. Effectivement, il y a toujours de bonnes idées qui émergent et puis toujours de bonnes discussions. Et souvent, effectivement, le déclic peut suffire à dire mais ouais, mais finalement, si lui, il l'a fait, bah, il n'y a pas de raison, je peux le faire aussi, quoi. Et c'est Oui, voilà, souvent de c'est là que ça. ça part. Et souvent, quand tu rencontres des gens, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que si tu prends les gens qui ont fait des choses les plus extraordinaires, tu vois, tu vas prendre un sportif, je sais pas, qui a gagné la Coupe du Monde ou un mec qui a fait 1 milliard d'euros, en fait, quand tu vas parler avec lui, pour lui, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a juste fait toute une succession de petites actions, mais il n'y a Mm. pas un moment dans sa journée ou dans sa vie qui s'est dit, tiens, cette journée-là, c'est là où tout a basculé. Non, très souvent, c'est une succession de petites actions et personne ne fait des choses extraordinaires. Et tout le monde fait uniquement les choses dont il se croit capable. Et en fait, c'est à toi d'aller voir des personnes qui vont te dire que tu es capable de faire encore plus et d'avancer et de grandir. C'est, C'est enfin, ça. moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ça, et puis effectivement, le temps, parce que, bah, comme on l'a dit, tu as commencé il y a très longtemps aussi. Et, ce que tu es et ce que tu es devenu au fur et à mesure de ces années, c'est aussi bah, le produit de la répétition, des expériences, des choses. Tu as testé plein de choses, tu as trouvé des choses qui marchaient, des choses que tu aimais faire plus que d'autres. Et puis c'est un processus qui prend du temps. C'est surtout ça, en fait, c'est que rien n'arrive ni par hasard, ni instantanément, ni en claquant des doigts. Et que, effectivement, la réussite, elle arrive
elle arrive au bout du compte, mais que c'est pas forcément ni un truc qui arrive comme ça. Et puis, à un jour précis, c'est juste la répétition de petites actions, comme tu le disais, qui vont te faire évoluer et qui vont t'amener là où tu arrives à la fin. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, sur YouTube et sur les réseaux, ce qu'on voit, c'est souvent l'exception, c'est-à-dire des gens qui vont se dire, bah, j'ai commencé en partant de rien et un an plus tard, j'ai fait 1 million. Euh, Ça, c'est ultra, ultra, ultra minoritaire. Mm. Euh, la plupart des gens qui gagnent leur vie sur le web, enfin, et même qui gagnent très bien leur vie, c'est des gens qui ont mis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à passer des niveaux corrects de revenus et qui peut-être n'ont toujours pas fait 1 million au bout de 10 ans. Mais euh, aujourd'hui, très souvent, on essaie enfin, on est inspiré et entre guillemets, on rêve un peu face aux gens qui te disent, tiens, j'ai fait 1 million ma première année, alors que ça reste une exception, mais ultra, ultra minoritaire, et que très probablement, les personnes qui regardent cette vidéo vont passer par des périodes difficiles, vont passer par des tests, vont perdre de l'argent, vont perdre du temps, vont essayer des trucs qui vont pas marcher, mais s'ils continuent, au bout d'un moment, ils vont forcément trouver quelque chose qui marche. Ouais, c'est ça, et trouver leur voie, encore une fois. Après, il y a 1000 manières minimum de gagner de l'argent sur Internet. Il y a les nôtres, il y a les produits de formation, il y a Il y en a tellement de plein. manières de le faire que c'est pas ça qui compte le plus, effectivement, c'est de pouvoir retrouver sa voie, celle où on est le plus épanoui, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses, moi, que j'ai testées, il y a plein de choses que j'aime pas et que j'ai abandonnées, et puis arriver au bout du compte, à se concentrer sur ce qui nous fait plaisir aussi, parce que le but du jeu, c'est pas de devenir un galérien du net et donc de faire des trucs herculants, c'est de trouver quelque chose dans lequel on s'épanouisse aussi, parce qu'en plus, ça se ressent quand on travaille avec des clients, bah, de voir effectivement qu'ils sont contents de ce qu'on apporte, c'est une satisfaction et c'est une boucle vertueuse plutôt que d'avoir effectivement la position des gens qui vont au taf un peu herculon que je peux comprendre, mais l'idée c'est de trouver vraiment quelque chose pour toi aussi dans lequel on s'épanouit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et Internet, ça offre tellement de possibilités que voilà, tu peux gagner ta vie en vendant des jeux pour enfants. Tu peux gagner ta vie en racontant ta vie sur les réseaux, en faisant des vidéos, en écrivant des articles, en faisant de la prestation. Et bah, c'est ça. Et juste à trouver la bonne, comment dire, la bonne niche, le bon concept, et après à le faire régulièrement avec de la persévérance et de la répétition. C'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, c'était un Voilà. super mot de la fin. Merci en tout cas, Amine, bah, Bah, d'avoir joué le merci jeu. beaucoup. Et puis, C'est vraiment un honneur d'être sur ta chaîne. Tu fais partie bah, voilà, des premières personnes qui m'ont vraiment, vraiment aidé de manière concrète et au début. Et je pense que ça aurait été vraiment totalement différent si je n'avais pas fait ce stage-là. Peut-être même que j'aurais même pas persévéré dans cette voie-là. Mais en tout cas, bah, merci encore une fois de m'avoir accueilli à l'époque chez toi en Thaïlande et aujourd'hui sur ta chaîne. c'était un plaisir, Amine, dans les deux cas d'ailleurs, puisque c'est pas un truc on t'a pris au hasard non plus. Tu avais déjà un profil et des compétences à l'époque Oui. qui étaient suffisamment intéressants pour qu'on décide effectivement de te choisir toi. Et puis encore une fois, aujourd'hui, c'est pour les mêmes raisons, pour tes compétences et puis l'apport de valeur et la vision que tu as. Effectivement, moi, je suis pas fan de tout le monde, tu le sais, je travaille pas Ouais. avec beaucoup de gens et effectivement, tu fais partie des gens que j'aime bien parce que tu as la bonne vision du business. Tu n'es pas quelqu'un qui voilà, a joué sur les leviers que je déteste dans le marketing et au contraire, on a des valeurs qui voilà, sont identiques. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de faire connaître un peu ton travail. J'espère que ça voilà, inspirera quelques personnes en tout cas, puisque tu le mérites aussi quoi, de faire découvrir un peu tout ce que tu fais. Bref, Merci beaucoup. allez, Merci, en merci énormément. attendant, à bientôt dans une prochaine. Ciao, Allez, ciao. ciao.